Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu en direct. Bon dimanche tout le monde, en direct de Chambly sur la rive sud de Montréal. Tel que annoncé il y a quelques jours, nous aurons la visite encore une fois d'une grande dame, d'une grande Française, Madame Valérie Bugeaud, qui va venir nous parler de la situation en France qui nous inquiète ici au Québec. Les Français d'Amérique sont souvent préoccupés de nos cousins français et Madame Bugeaud a une analyse vraiment profonde à plusieurs niveaux avec toute son expérience, ses études et tout ce qu'elle a écrit comme livre. J'écoutais une émission qu'elle donnait la semaine dernière à Géopolitique profonde où elle a vraiment expliqué tout ce qui nous affecte en ce moment au niveau de l'État, la monnaie. Bref, Mme Bugeaud a un regard unique et elle nous offre encore une fois une entrevue. Alors, sans plus tarder, en direct de Paris, je crois, Mme Bugeaud. Bienvenue à l'émission, puis encore un gros merci de venir parler de la situation en France et de tout ce qui se passe dans le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Monsieur Brochu, de m'avoir invité à nouveau. Je suis très, très honorée. Très Donc, heureuse aussi de m'adresser aux Québécois. ah oui, bon ben, c'est la même chose pour nous. Madame Bugeaud, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet en ce qui concerne l'affaire Naël, tout ce qui s'est passé en France depuis maintenant plus d'une semaine. On veut savoir, est-ce que cette émeute-là est différente des autres? On aimerait avoir votre analyse de la situation. Alors, pour vous répondre, je vais toujours recadrer un peu le débat, c'est-à-dire que depuis l'ère Sarkozy, nous vivons en France à l'ère de la stratégie de la tension, c'est-à-dire que toutes les tensions sont exacerbées, tout est monté comment, tout est exacerbé, monté en flamme, monté en mayonnaise. Donc, il se trouve que dans ce contexte-là, les faits divers ne peuvent que se succéder, les faits divers malheureux, les gens désespérés ne peuvent que augmenter en proportion. Ça, c'est le contexte général. Ceci étant, cette affaire est troublante à plus d'un titre, hein, parce que d'une part, alors j'ai vu passer ça, je ne sais pas, je ne suis pas capable de confirmer ou d'infirmer cette information, mais il semblerait que le certificat de décès du jeune homme n'ait pas été trouvé. Alors, avant de parler d'un événement, il faudrait encore être sûr qu'il ait vraiment eu lieu. Donc, tant que cette information, le décès du jeune homme n'est pas tout à fait confirmé par un certificat de décès en bonne et due forme public, bon, on peut quand même se poser des questions. D'autre part, il est apparu des choses tout à fait extraordinaires qui laissent penser quand même que ça serait plutôt une opération des services secrets de l'OTAN, du Stay Behind. Parce que, effectivement, une maman qui perd son jeune fils de 17 ans n'a a priori aucune raison de se réjouir tel que nous l'avons vu dans les réseaux sociaux se réjouir, en ayant dès le lendemain, en abordant, en portant des t-shirts à l'effigie de son fils décédé dès le lendemain. Il y a d'autres événements troublants qui sont un clip et un film dans lequel avait tourné, enfin était apparu à la fois la victime et l'avocat de la famille, annonçant des choses similaires. Donc, vous voyez, c'est quand même très. Tout cet environnement est extrêmement troublant. D'autre part, le policier lui-même aurait des antécédents pédocriminels ou en tout cas exhibitionnistes. Enfin bon, si vous voulez, tout ce qui entoure cette affaire est extrêmement suspect, est extrêmement douteux. Enfin, Madame Bugeaud, donc ça j'ai ressemble quand même à une opération qui aurait été montée pour justement déclencher des émeutes, et cetera. Donc on a bien vu en effet que dans les banlieues, les émeutes ont explosé, mais elles n'ont pas duré tellement longtemps. Il semblerait que justement ce sont les trafiquants de drogue qui aient mis le holà à ces débordements de façon à pouvoir
continuer tranquillement leur petite exploitation commerciale. Donc, vous voyez, c'est la démission totale de l'État, c'est, la récupération des institutions étatiques, par des réseaux, de type mafieux, opaques. Voilà, on ne peut que constater en fait une dérive, radicale, institutionnelle radicale. C'est la conclusion personnellement que je tire de cet événement, mais c'est une conclusion, vous le savez parfaitement monsieur Brochu, à laquelle je suis arrivée déjà il y a fort longtemps sur beaucoup d'au enfin, à beaucoup d'autres occasions. Donc je ne suis pas surprise outre mesure que ce genre d'événement se produise. Il est évident que dans le contexte actuel, ça ne pourra que se dégrader, sur ce genre de modalités ou sur d'autres. Mais, de toute façon, étant donné la situation de pourrissement, de nos institutions et de disparition, de souveraineté étatique et de l'État tout court, il est évident que les choses ne peuvent pas s'améliorer, voilà. Oui, puis, moi, en ce qui me concerne, je vous en ai parlé un petit peu en coulisses tantôt, j'ai cru, Mmh. assister à une version française de l'affaire George Floyd. Tout ce que vous parliez de mayonnaise qu'on réussit à monter à travers des faits divers, ben, c'en est un bel exemple, là. Puis, parlez-moi un peu, en quelques mots, du rôle des médias, encore une fois, qui ont bien joué là-dedans, le scénario. Ah oui, bah oui, bien sûr, pour mettre de l'huile sur le feu, on peut leur faire confiance, hein, et ils sont Ben toujours oui. présents, hein, et toujours prêts à monter, les événements en mayonnaise de façon à bien informer tout le monde des faits divers, de façon à ce que tout s'enflamme partout, à ce que, des clans, se forment, à ce que, des luttes, de type guerre civile se produisent un peu partout. C'est sûr que leur rôle, de ce point de vue-là, a été parfaitement rempli. Mais je dirais que ça, en même temps, ils sont là pour ça, donc il faut pas s'en étonner. J'ai déjà expliqué depuis longtemps que dans l'organisation du système économique global, les médias sont des entreprises comme les autres et donc elles sont, sous contrôle total, sous contrôle des gens qui détiennent les capitaux. Donc je veux dire qu'il n'y a absolument pas à s'étonner, de ce genre de réaction médiatique. On sait très bien que les médias sont, aux ordres de ceux qui tiennent les capitaux et que ceux qui tiennent les capitaux sont, très, très mobilisés pour faire disparaître les États, réduire la population mondiale, créer des conflits partout, à tout bout de champ, sur tous les sujets. Je dirais que tout est conflictuel aujourd'hui. Il n'y a plus de possibilité de vivre décemment en paix, au milieu de gens qui nous entourent. Tout ça a été, consciencieusement, scientifiquement détruit. C'est intéressant aussi, puis vous le comprenez bien, puis j'aimerais que vous nous le réexpliquiez. Là, on vient de parler, des médias, mais ça mène à une logique aussi là, au Parlement il y a eu une loi là, qui a été discutée dans les derniers jours sur le style mesure de guerre. Pouvez-vous m'expliquer comme Québécois qui ne connaît pas trop le système français, comment on essaie de profiter avec le gouvernement Macron de Alors, cette crise-là? en effet, ils ont profité d'une loi de programmation militaire, donc qui est une loi plutôt de type administratif, de répartition des budgets, de prévision, sur, quinquennale ou plus de répartition des budgets militaires, pour intégrer un article 23 tout à fait, exorbitant du droit commun, qui, sur des prétextes fallacieux parce que les critères ne sont pas, clairement déterminés, donc il n'y a pas de critères juridiques précis permettant de définir quand les mesures pourront être mises en œuvre ou pas, donc sur des critères, juridiques flous, permettront, au gouvernement, au pouvoir exécutif, par décret, de réquisitionner les personnes et les biens. Donc c'est le retour, de la vieille, manie des décrets-lois, qui avait été, un temps aboli et repris sous la Ve République sous la forme des ordonnances. Mais les ordonnances, c'est encore trop, trop réglementé pour ces gens-là. Donc ils ont, entrepris, à l'occasion d'un détournement, comment, de procédure, d'intégrer une loi extrêmement liberticide qui s'apparente au plein pouvoir donné à Pétain en 40, parce que quand vous accordez sous des critères imprécis le pouvoir de réquisitionner les biens et les personnes et les biens, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a plus de limite au pouvoir que l'État a sur vous.
Il n'y a pas Madame, de contrôle non plus puisque là, ça ne passe pas par le parlement. Donc toutes les institutions sont court-circuitées. Retour, je vous dis, à la vieille, manie, plutocratique française des décrets-lois, là, en l'occurrence, pour préparer, probablement, je ne sais pas, une mobilisation générale ou en tout cas une réquisition. En fait, toutes ces nouveautés législatives, j'ai à peine envie de parler de législatif parce que là, c'est un cadre, qui est largement dépassé, mais bon, en tout cas, tous ces excès de pouvoir arrivent pour préparer l'économie de guerre, que nous a annoncé Attali, mais que, effectivement, toute la plutocratie, en place en Occident, veut, développer, face à la montée, de leurs concurrents, menés par les Chinois et militairement par les Russes qui les suivent. Donc, si vous voulez, on est dans le cadre finalement d'une économie de guerre qui est en train de se mettre en place, avec des réquisitions, possibles des personnes et des biens et restrictions évidemment, énorme censure puisque vous comprenez bien que tout ça ne s'accompagne de façon, évidente, d'une censure massive, donc censure, des réseaux, des médias et de toutes les plateformes, qui pourraient, porter une parole dissidente. Donc, nous sommes bien en cours d'entrer dans, ce qu'on appelle un schéma d'économie de guerre, que nous avons déjà connu dans les années 30, n'est-ce pas? Qui a abouti, bien entendu, en tout cas, que les Allemands ont connu dans les années 30, qui a abouti à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous sommes déjà en voie de troisième guerre mondiale. Nous sommes puis entrés dans le schéma dans l'organisation, générale d'une troisième guerre mondiale, sachant que, ça ne peut pas se déclencher du jour au lendemain parce qu'il faut que les armements soient prêts, il faut que les gens soient formés et cetera. Donc, ça demande des préparatifs et toutes ces lois qui sont liberticides, qui sont en train d'être votées en France actuellement, ont pour objet précisément de préparer toutes ces manœuvres. Madame Bugeaud, je sais que vous connaissez le poids des mots. Pour moi, qui connais peu l'histoire française, quand vous évoquez les souvenirs de Pétain, c'est quand même, puis que vous parlez de toutes les mesures qui risquent d'affecter énormément les libertés des Français. Euh, Bah, les pleins ah, pouvoirs, c'est les pouvoirs de réquisitionner, les biens et les personnes. Qu'est-ce que vous voulez avoir plus comme pouvoir? Enfin, une fois que vous avez ce pouvoir-là, vous les avez tous. Donc, effectivement, le parallèle s'impose. Je dirais que sous un prétexte, anodin, d'articles de loi intégrés dans une loi de programmation militaire, la réalité, qui est posée derrière, c'est celle des pleins pouvoirs à l'exécutif, au pouvoir exécutif, sans contrôle, parlementaire. Le parlement est complètement court-circuité. Au moment où ces décrets pourront être pris, le parlement est totalement court-circuité. Il y a aucun droit de contrôle, il y a aucune possibilité, même, contrôle juridictionnel a posteriori sera difficile dans la mesure où les critères sont flous. Donc, je m'excuse, mais là, c'est factuel. Enfin, il y a pas de c'est pas une opinion que j'ai, ce sont des faits. Effectivement, puis on vous a suivi dans la crise covidienne, on vous suit maintenant dans tout ce dans ce basculement du monde qu'on constate et vous n'êtes pas, votre réflexion n'est pas apparue par rapport à ces crises-là. Ça fait longtemps que vous prêchez dans le désert, mais là, ça doit être quand même intéressant de votre côté de constater que ce que vous disiez il y a 10 ans était vrai à travers la COVID, était vrai à travers ce qu'on vit. Mais je constate que vous, comme bien d'autres, il est quand même difficile de s'organiser puis avoir vraiment un poids dans l'opinion publique. Comment vous réagissez face à ça? Vous semblez rester encore forte, militante, vous êtes souvent disponible. Euh, Comment vous vous sentez dans ce combat-là? C'est quand même un petit peu rassurant de savoir que ce que vous disiez il y a 10 ans est encore vrai aujourd'hui sur la haute finance, entre autres, qui aujourd'hui dissout tout pouvoir souverain des États. Ça, en ce moment, on le constate en Ukraine, ça crève les yeux. Mmh. Donc, il y a quand même un espoir. Bah, écoutez, moi, je suis partie, vous savez, je n'étais pas connue, je n'avais aucun appui nulle part. Je suis partie avec mon bâton de pèlerin en disant: «Ce que j'ai découvert, c'est totalement, c'est fou. C'est totalement énorme.
il faut absolument que je réveille les gens autour de moi. Donc j'ai commencé à parler un peu, mais j'étais extrêmement timide au départ et puis je ne savais pas trop comment m'adresser aux gens parce que, je venais quand même d'un milieu assez, technique, bon donc j'ai eu toute une période de formation si je puis dire, où je me suis aussi, j'ai fait des erreurs, je me suis heurtée à des murs, je suis tombée dans des, dans des gens que je croyais des amis qui étaient en réalité, directement des ennemis dans le camp d'en face. Donc vous savez, j'ai fait mes expériences également et je me suis rendu compte à cette occasion d'ailleurs que, tout ce qui était dissidence est parfaitement organisé, dès le départ ab initio. Les gens qui prévoient et qui organisent les crises organisent également, pour contrôler l'intégralité de la situation, des dissidents, initiaux. Vous voyez? Donc tout est c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Donc moi-même, j'ai été, confrontée à ça, donc je sais que ça existe et en effet, tous les jours, je constate en effet que, ils ont été très, très malins et nous avons affaire à des gens, les planificateurs de ce contrôle, global, sont des gens remarquables. Ceux qui mettent en œuvre les plans, eux, sont de moins en moins intelligents. Donc il faut bien le reconnaître, on voit en France, de plus en plus dirigés par des ânes. Enfin, quand je dis des ânes, c'est plutôt des troupeaux d'abrutis. Enfin, je sais pas, c'est pitoyable. On en est vraiment arrivé au niveau du caniveau. Mais bon, indépendamment de ça, ma philosophie personnelle, c'est de dire, personne ne peut tout. Il faut que chacun fasse à son niveau ce qu'il a à faire et puis s'arrêter là. Il faut planifier comme si on était, éternel et puis vivre au jour le jour comme si on allait mourir demain. C'est la seule chose à faire. Je veux dire que ces événements nous dépassent donc ce qu'on peut faire, on doit le faire et ça, c'est une responsabilité personnelle devant nous, devant nos enfants et devant, Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Maintenant ce qui n'est pas à notre portée, bah, c'est pas à notre portée, point barre. Je veux dire, on n'a pas à aller, chercher l'impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. En revanche, ce qu'on peut faire individuellement, là, je suis, ferme sur la décision de le faire parce qu'effectivement, les enjeux sont tellement, gigantesques, sont tellement, même hors de notre portée, je veux dire qu'on a forcément une responsabilité devant les générations, qui nous suivent et devant l'avenir. Donc c'est cette responsabilité que j'assume et c'est tout, pas plus. Je fais ce que je peux. Maintenant, si tout le monde faisait ça, peut-être que les choses changeraient, vous voyez? Madame Bugeaud, est-ce qu'on doit passer par un chaos extrême? On sait qu'est-ce qui se passe en Ukraine en ce moment qui accélère le basculement du monde. On voit la montée en force des BRICS et tous les mythes qui se rattachent en Occident. Hier, j'avais une discussion avec des amis qui plutôt que de voir le phénomène, arrivent vite à la conclusion, ah, les BRICS, ça c'est mené par des dictatures. Puis on refuse de voir ce basculement du monde-là qui est sous nos yeux, l'hégémonie américaine, le système occidental mené essentiellement par les anglo-saxons vit des heures pénibles actuellement. Donc, je veux aborder avec vous cette question-là, puis tout le rôle, votre analyse jusqu'à aujourd'hui de ce basculement Bah, du monde-là et des déjà, conséquences que les ouais. gens semblent ignorer. Alors déjà, ce qui est cocasse, c'est, de montrer la paille chez le voisin sans voir la poutre chez nous. La plus grave des dictatures, pour l'instant, elle est chez nous et elle va se mettre de plus en plus ouvertement en place. Donc, montrer que les autres sont des dictateurs parce qu'ils ont un pouvoir politique fort, oui, un pouvoir politique fort, ça veut dire un pouvoir politique contraignant. Ça c'est vrai, c'est contraignant. Mais, quand c'est contraignant, c'est aussi, ça peut être pour le bien ou pour le mal, vous comprenez bien? Je maintiens, moi, que, nous ne pouvons pas comparer ce qui se passe quand on parle toujours de dictature, on va mettre le crédit social à la chinoise en place, mais, on ne peut pas comparer parce que l'approche, que les Chinois ont, de leur pouvoir les regarde et ne nous concerne pas nous. Et d'autre part, eux n'ont pas la même appréhension du réel que nous. Donc quand on veut faire des comparaisons, on est forcément dans l'erreur. Donc laissons les Chinois se débrouiller avec leur pouvoir et avec leur, État. Faisons avec l'État qui nous montre, qui est quand même, autrement plus, réjouissant que notre propre État entre guillemets, et partons de ces réalités. Je veux dire qu'il est pas et il est grotesque de toujours mettre en avant la dictature chinoise sans voir ce qui se passe chez nous. Enfin, pourquoi a-t-on besoin d'aller toujours s'occuper de ce qui se passe chez les autres?
Je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, occupons-nous de ce qui se passe chez nous et après on pourra apporter des jugements à l'emporte-pièce ou non sur des, pays étrangers. Pour l'instant, je dirais que le plus grave danger, il est dans nos propres, États et internes, dans nos propres institutions qui ont été totalement, subvertis, par une mafia au service des puissances, financières qui elles-mêmes ont un comportement mafieux dès le départ. Donc, je dirais qu'on a affaire à la fusion entre les mafias, traditionnelles, armées et les mafias, financières, qui ont pris le contrôle de nos États. Donc, la le problème, la dictature, elle est là, hein, elle est pas il faut pas c'est pas la peine d'aller la chercher chez les Chinois. Puis les Chinois, si ça leur convient, leur dictature, c'est leur problème. Nous, on devrait quand même, faire, un peu ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez nous. Alors ça, c'est ma première remarque, qui je pense est, c'est une remarque liminaire, mais très importante parce que ça permet de recadrer un peu les débats. D'autre part, pourquoi est-ce qu'on nous montre toujours la Chine comme le grand ennemi, la dictature absolue, et cetera? C'est parce qu'elle a entrepris de devenir un concurrent direct, vis-à-vis de cette finance, mafieuse globale que nous avons chez nous. Ils ont entrepris de reprendre l'initiative sur le commerce international et sur leur propre développement interne. Alors ça, c'est absolument inacceptable pour la mafia que nous avons au pouvoir chez nous. Il faut bien le comprendre. Donc ils sont prêts à nous envoyer comme chair à canon jusqu'au dernier, au dernier occidental, comment ils appellent ça? L'Occident collectif là, de tous nous envoyer à la mort pour, montrer, les crocs face à leurs adversaires. Enfin, je veux dire, c'est Oui, grotesque. Il mais faut quand Madame même Bugeaud, je me fais qu'on je comprenne me qu'on est instrumentalisés dans cette histoire. Mais je me fais répondre souvent dans ce moment-là de l'argumentaire: «Oui, mais on en a profité, nous autres aussi». Ah bah, on en a profité, mais est-ce que vos enfants en profiteront? Enfin, le sujet, c'est, Voilà, le passé, c'est bien joli. Moi, je vais vous dire pourquoi on en a profité, parce qu'en Occident et en particulier en Europe, mais je pense qu'au Canada, c'est pareil, on a ouais. bénéficié d'un rapport de force tout à fait étranger à nos propres institutions, qui était, la confrontation directe et historique qui était organisée entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Donc dans ce contre-pouvoir en place, il y avait une place, vous savez, c'est des marges de manœuvre pour les gens autour pour se positionner. Aujourd'hui, après la chute de l'Union soviétique, le contre-pouvoir a complètement disparu. Donc cette mafia globaliste a pris le contrôle total de nos institutions, de nos États, de qui ne sont plus des États du reste, et de tout ce qui va autour. Maintenant, les Chinois, en maîtres consommés de l'art de la guerre, ont repris alors, en tout cas pour ce qui les concerne, ont repris le contrôle de leur État et de leur conception du monde en voulant réimplanter, une, conception qui soit plus conforme à leur nature profonde, à leur civilisation. Et donc ça, bah, pour la mafia chez nous, c'est inacceptable. Donc on en a profité. Oui, mais on n'en a pas profité parce qu'on a été acteur du fait que, on a juste été spectateur. On a profité du fait que, l'Union soviétique et l'Amérique se faisaient face, pour tirer des marrons du feu. Bon, c'est tout, faut dont acte quoi. Il faut être sérieux là-dessus. Il faut quand même comprendre ce que c'est qu'un rapport de force. Enfin, je veux dire, la prétendue démocratie en parlant de parlement dit représentatif, c'est une imposture, une escroquerie dès le départ. Le parlement représentatif associé à la banque centrale, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la forme d'une plutocratie. Donc la plutocratie, c'est l'opposé exact de la démocratie. D'accord? Donc arrêtons de dire que nos États sont démocratiques, ils ne l'ont jamais été. À partir du moment où un État non démocratique, subit des contre-pouvoirs, il peut trouver des marges de manœuvre et on peut arriver à une pseudo-démocratie, mais qui n'est pas liée à nos institutions, qui est liée à des événements extérieurs, si vous voulez. Voilà. Heu et aussi, excusez, concernant, ce basculement-là, comment va se porter la monnaie? On voit là, plusieurs en parlent maintenant. Il y a 2 ans, c'était un sujet très tabou, mais là, le dollar américain est attaqué de toutes parts. Il va y avoir une rencontre au mois d'août en Afrique du Sud où, les pays, qui sont déjà dans le BRICS, puis ceux qui veulent y adhérer, on voit plusieurs pays, vouloir, embarquer dans l'aventure. Il y a Mmh. toutes sortes de spéculations en ce moment sur, cette nouvelle monnaie-là là, qui va sortir. Euh, Bon. Est-ce que vous êtes capable de nous dire un peu comment vous voyez cette chute du dollar américain, de l'hégémonie du dollar américain dans le monde? Ça semble être de plus en plus évident.
est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? C'est une affaire de 10 ans ou ça peut tomber très rapidement? Non, 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 là, c'est imminent. Enfin, je veux dire que cette chute du dollar est actée depuis très longtemps. Je dirais Oui, même c'est que les ça, oui. banquiers globalistes, dès Bretton Woods, le savaient, l'avaient acté. Donc, je le répète à chaque émission parce qu'il faut quand même Oui. insister fortement là-dessus. La mafia globale, financière globale, à Bretton Woods, ne militait pas pour le dollar monnaie mondiale. C'est les Américains victorieux et financièrement vainqueurs de la guerre qui étaient sortis vraiment les grands gagnants économiques de la première moitié du XXe siècle, parce que justement ils n'ont pas eu de guerre sur leur territoire, insistons Ben bien oui. là-dessus, qui ont pu imposer leur monnaie pour profiter du droit de seigneuriage que la monnaie génère. Néanmoins, ils ont été naïfs parce que, en faisant ça, ils se sont tirés un coup de feu dans le pied. Enfin, ils se sont tirés une balle dans le pied, dans la mesure où forcément, ça fusillait leur économie à terme, leur économie Mmh, interne. mmh. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a assisté à la désindexation du dollar de l'or, ensuite que ça a été adossé, plus Au ou moins pétrole. au pétrole, et que le pétrole, il est adossé aux armes, hein, comme toujours, hein. Mmh. Bon, donc, vous savez, on est dans un cercle vicieux. Bon, donc, ça, c'est acté. Je veux dire, la chute du dollar n'est plus une question, c'est pas un sujet, c'est Puis acté. Madame Bugeaud, Maintenant, c'est quand même ça oui, devient évident pour tout le monde maintenant que tout le monde, les principaux, enfin, beaucoup de dirigeants de beaucoup de pays dans le monde commencent à comprendre que c'est pas l'avenir. L'avenir n'est pas de ce côté-là et que de toute façon, même au niveau armement, ils sont beaucoup moins opérationnels, beaucoup moins dangereux qu'avant. Donc on peut miser sur un autre cheval. Donc c'est comme ça que les pays se rapprochent de la Chine et que la Chine commence à reprendre l'initiative justement monétaire et économique sur la marche globale du monde. Ceci étant, nous ne sommes pas dans une situation où la Chine a l'hégémonie que l'Amérique a eue au cours du XXe siècle. On en est loin. D'accord. Donc il faut quand même remettre les rapports de force encore à leur bonne place. Et puis c'est en cours, en fait, rien n'est acté. Cette guerre qui arrive va déterminer qui sera gagnant, qui sera perdant. Bon, il est évident que l'Occident ne peut pas être gagnant, à mon avis, hein, mais ceci étant, l'avenir dira si j'ai eu raison ou pas. Mais de toute façon, je ne suis pas la seule à le dire, les armées de l'OTAN et des États-Unis sont quand même en perte de vitesse au niveau des armements, au niveau des entraînements, des hommes, de tout ce qu'on veut, donc, et des finances, puisque vous savez qu'une armée, ça se finance. Quand le ben dollar oui. est en berne et va disparaître en tant que monnaie mondiale, le financement va être beaucoup plus difficile, donc les hommes seront moins mobilisés, donc d'où l'intérêt de remplacer par des machines, etc. Enfin bon, on va pas revenir sur tous ces mouvements de militarisation et de machine, de transformer les hommes en machines, mais c'est de transhumanisme. Tout ça, c'est un peu lié aussi au transhumanisme, hein, qu'on se méfie des hommes, donc il vaut mieux les transformer en machines. Mais si vous voulez, cette chute du dollar, aujourd'hui, le dollar ne tient, enfin, le système international tel que nous l'avons connu ne tient que pour une seule raison, c'est qu'il est mis sous respirateur artificiel par toute cette mafia globale, qui vient bien de chez nous, hein, l'Occident collectif. Bon, on a dit les États-Unis, mais l'origine, c'est quand même la City of London, c'est-à-dire les banquiers qui tiennent le contrôle des banques centrales et qui sont, bon, ils sont rattachés à la City, mais ils n'ont pas d'intérêt, je dirais, territoriaux, ces gens-là. Ils sont chez eux partout où il y a une banque centrale, donc ils sont apatrides, beaucoup plus que anglais ou américains, vous comprenez bien. Même si leur base de repli, ça a été la City de Londres, les paradis fiscaux et l'armée américaine avec son extension qui est l'OTAN. Donc voilà. Madame Bugeaud, on va parler beaucoup de monnaie, C'est oui, comme oui. si sous respirateur artificiel, bah, il suffit de débrancher le respirateur et puis vous créez la crise. C'est comme ça qu'on m'a demandé, pourquoi, comment Attali peut-il savoir que la crise aura lieu en août? Bah, elle aura lieu en août parce qu'ils ont décidé en août, de liquider les actifs, hein, de revaloriser à leur juste titre, les actifs qui sont des passifs, en fait, hein. Parce qu'on a justement cette imposture du dollar monnaie mondiale a amené les Américains à créer artificiellement des actifs qui ne sont pas des actifs, qui sont fondés sur des fondamentaux qui sont des dettes. D'accord. Donc, à partir du moment où vous actez que les dettes sont supérieures aux actifs tangibles réels,
eh bien, dans ces cas-là, vous faites un reset, remise à zéro monétaire. Et c'est ça que les banquiers contrôlent aujourd'hui, la date à laquelle ils font ça. Ils ne contrôlent pas le fait que ça devrait être fait, parce que ça, c'est inéluctable, mais ils contrôlent encore le moment où ils vont le déclencher. Ils contrôlent l'agenda. Ils ne contrôlent pas le système. Ça, c'est incontrôlable. Mais l'agenda, ils le contrôlent. Donc, tout est dans leurs mains, si vous voulez. Et effectivement, c'est lié aux événements en Ukraine parce que, comme ils ont la pression de cette guerre, qui est une guerre qui n'est pas une guerre territoriale ukrainienne, qui est une guerre, il faut bien comprendre, entre le bloc de l'OTAN qui fait corps et le bloc, pour l'instant, la Russie. Mais la Russie, le jour où la Russie sera en difficulté, elle sera certainement soutenue par d'autres pays qui se joindront à elle. C'est déjà le cas. On voit déjà que l'Iran s'est allié à passer des traités militaires renforcés avec la Russie, que d'autres pays ont fait pareil. Donc tout le monde est en train de fourbir ses armes, en fait. Vous comprenez bien que c'est le départ du déclenchement d'hostilités qui seront beaucoup plus, sur une échelle beaucoup plus vaste. Et c'est ce à quoi nous prépare effectivement notre gouvernement, enfin si on peut dire, parce que bien sûr, on ne sommes pas sous un régime politique, mais sous un régime économique. C'est-à-dire c'est les grands détenteurs de capitaux qui ont le contrôle des institutions chez nous, donc c'est pas le pouvoir politique apparent. L'exécutif sont des pantins qui exécutent des ordres venus des grands capitalistes. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc nous, ce régime d'économie de guerre dont on parlait au début de l'émission est lié à tous ces événements monétaires et militaires. Et rapidement, là, vous faites référence à la sortie de M. Attali qui s'est fait pogner dans un coup de téléphone. Hein, et vous dites qu'il a dit c'est à ce moment-là que vous avez l'information qu'il aurait dit que la crise serait déclenchée au mois d'août, parce que je ne l'ai Oui. pas entendu. Ah ben si, il a suggéré que ça arriverait en août. Alors, bon, il s'est aussi beaucoup trompé, hein. Oh, Mais oui. enfin, en tant que héros, c'est-à-dire, porteur de la bonne parole plutocratique, on peut faire confiance qu'il a dû entendre il a dû avoir des informations qui allaient dans ce sens-là. Donc, il est probable que s'ils disent ça, de toute façon, c'est imminent, hein, parce que ça ne peut plus tenir, en fait, ça ne tient plus. À partir du moment où d'autres pays du monde retirent leurs actifs et retirent leurs avoirs en dollars et décident de faire leurs transactions dans une autre monnaie que le dollar, tout ça s'effondre. De toute façon, même ça leur échappe. J'ai dit qu'ils maîtrisaient l'agenda, mais oui et non, parce que même cet agenda leur échappe dans la mesure où les projets monétaires du clan d'en face se précisent. Et c'est aussi parce qu'ils se précisent que la guerre en Ukraine a été, je pense, déclenchée. Enfin, quelque part, il y a un lien qui n'est pas apparent, mais qui est réel entre les aspects monétaires, les aspects économiques, les aspects de conflictualité entre blocs et la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine. Il y a effectivement un lien. Et dans cet effondrement des monnaies occidentales, on s'est parlé tantôt en coulisses de ce qu'ils vont essayer de nous vendre. Puis au Canada, c'est commencé. On fait des sondages sur la monnaie numérique, on travaille l'opinion publique et on va nous servir. Là, encore une fois, là, on est dans le complotisme complet, mais c'est bizarre, on va le vivre, là. Puis la monnaie numérique, Madame Bugeaud, Ah ouais, expliquez-nous un peu comment ils vont essayer de nous vendre ça. alors, oui, je vous remercie beaucoup, monsieur Brochu, de parler de ça, parce que ça va me permettre de recadrer encore le débat. Encore une fois, c'est important de recadrer parce qu'il faut toujours considérer les choses dans une dynamique, comme je l'ai déjà expliqué, et surtout dans une dynamique historique. Et alors, concernant la dynamique historique de la monnaie, nous avons assisté à la première falsification du concept monétaire qui a consisté à considérer la monnaie comme une marchandise. Et cette falsification a donc permis que la monnaie soit accaparée, comme toute marchandise. Toute marchandise peut être accaparée. Donc la monnaie a été, de ce point de vue-là, accaparée par les banquiers changeurs du Moyen Âge, que j'ai appelés les banquiers commerçants, et qui ont pris le contrôle du concept monétaire, finalement. Et là, nous assistons avec ces évolutions numériques en cours, puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire circuler la monnaie de façon dématérialisée, mais il s'agit aussi et surtout de la programmer, de créer une monnaie programmable individuelle. Et donc, il s'agit derrière la marchandisation de la monnaie,
la réification du concept monétaire qui, au départ, est un service public. Je le répète, la monnaie est née comme un service public. Elle a été, première subversion, réifiée et deuxième subversion, personnalisée. Donc on n'a plus rien à ça ne correspond plus au concept monétaire de départ, si vous voulez. Là, c'est un moyen de contrôle sur les individus qui permettra au pouvoir en place, de, supprimer tout moyen de subsistance, à des gens, qui ne leur convient pas, pour des raisons, qui ne sont pas des raisons, forcément, heu, valides, légitimes ou justifiables. On va C'est toujours sûrement pareil. oui, on va sûrement identifier un groupe qui a droit à d'autres qui n'ont pas le droit Bah, bien et sûr, donc parce que on oui, comme mais dans en le même temps COVID là, on va ouais. dire, 90 des gens sont vaccinés, mais c'est le 10 non Oui, vaccinés oui, qui oui, crée c'est le tous les projet. problèmes. Voilà, c'est le projet de contrôle numérique. Alors, il faut aussi faire le lien, avec tout ça. C'est-à-dire que, vous comprenez bien qu'à partir du moment où ils perdent, l'outil qui a été le leur de contrôle, global du monde, qui fut, le contrôle de la monnaie internationale. Ils perdent cet outil-là. Ils avaient prévu de le perdre et ils voulaient le transformer en monnaie, donc en panier de monnaie. Vous savez, c'est la résurrection du Bancor là, le phénix là du journal The Economist là de 89. Ils faisaient leur projet, c'était de transformer, de sortir au plus vite du dollar, mais ils n'ont pas pu le faire parce que les Américains leur ont mis des bâtons dans les roues, ils ne voulaient pas perdre leur suprématie. Mais bon, il y a eu des luttes intestines entre ces 2 factions globalistes, un qui était centré sur, l'empire américain et l'autre sur l'empire financier. Donc l'empire financier, de toute façon, a toujours raison dans ce contexte, puisque je vous ai expliqué ce qu'il en était du dollar et que c'était une initiative vouée dès le départ au néant. Donc le rapport entre les patriotes américains et enfin les patriotes liés à l'empire américain et les patriotes, enfin et les globalistes apatrides liés à l'empire financier était forcément en faveur de l'empire financier. Donc eux, ils ont voulu faire ça, mais ils ne l'ont pas fait assez tôt, c'est-à-dire que, la Chine avait, pris des mesures, avait bien préparé le terrain pour, les prendre de vitesse, si vous voulez. Et donc c'est cette course de vitesse. Alors maintenant, ils essayent de trouver des arrangements avec la Chine, mais qui ne se laissera certainement plus faire parce qu'ils ont compris avec qui ils négociaient. Les banquiers, vous savez, ils croient tout ils sont toujours prêts à faire toutes les concessions et à négocier, en gagnant-gagnant, mode partenariat et puis dès le lendemain, vous tournez le dos et ils vous font un couteau dans le dos. Donc je pense que les Chinois ne seront pas dupes. Donc les la si vous voulez, la transaction entre la faction globaliste chez nous et les décisionnaires chinois concernant, l'évolution des transactions internationales ne va pas aller de soi, à mon avis. Non, hein. Mais enfin, eux, ils savent qu'ils sont en position de faiblesse, donc ils sont prêts à faire profil bas parce que, ce sont pas des grands courageux non plus les banquiers, hein. Ils n'ont pas, ils sont roublards, ils sont rusés, ils sont prêts à toujours trahir, mais, pour avoir du courage frontal, ça ils n'en ont jamais fait preuve. Donc, il y a pas de raison qu'ils en fassent plus preuve aujourd'hui. Donc I on en est là aujourd'hui, des transactions au niveau de la monnaie internationale. Ils essayent de se rapprocher, mais tout en ne voulant pas lâcher toutes leurs prérogatives, et sachant que les autres, ont une, confiance modérée, dans, la qualité, intrinsèque de leurs interlocuteurs. Donc, si vous voulez, ça ne facilite pas, des débats sereins. Vous comprenez ce genre de confrontation? Donc, aujourd'hui, cette monnaie mondiale, elle n'est pas encore là. Pour l'instant, ce qu'ils veulent faire, c'est dématérialiser. En tout cas, ce qui va se faire dans, l'Occident collectif, c'est que, les banquiers globalistes vont reprendre le contrôle. Ça, c'est clair. Ils vont, liquider tous les avoirs qui sont des dettes. Ils vont refaire un reset, c'est-à-dire que, faire, la différence entre les avoirs et les dettes, ce qui reste dans leur poche à eux. Donc, c'est évidemment, par une éviction, de toute la richesse que les gens ont cru acquérir, qui n'en était pas, qui était fondée sur des fondamentaux très, très friables, liés au fait que beaucoup d'actifs ont été créés qui n'étaient pas des vrais actifs. Cela était dans le système bancaire, mais il va être liquidé. Ce système sera liquidé sur, évidemment, les actifs tangibles des particuliers. Donc, il est évident que nous allons tous être spoliés, mais dans des proportions, dantesques. Parce ah oui, hein. il faudra liquider tous ces actifs toxiques qui ont été, mis artificiellement
en circulation par eux-mêmes, par les banquiers, pas par les politiques, pas par les particuliers, vous comprenez bien? Il Ben faut oui, toujours porter aux particuliers le poids de leurs propres vices. Donc c'est de la prestidigitation. Vous mettez, le projecteur sur des défauts réels ou supposés des individus pour cacher, toutes les tares que vous avez pu, développer pendant, 80 ans, enfin ou 100 ans. Vous comprenez? oui. C'est pathétique. Quelque part que les gens se laissent encore avoir par ce genre de discours, c'est absolument tragique. Il faut enfin quand même être capable de décrypter le réel. Mais il est évident que, la formation et l'information sont là pour nous empêcher pour empêcher de donner, les véritables repères qui, permettraient aux gens de comprendre le réel, de comprendre leur environnement en fait, tout simplement. Parce qu'à partir du moment où les gens comprennent ce qui se passe, ils sont plus dupes évidemment. Personne ne va, à l'abattoir en chantant, quand même. Madame Bugeaud, qu'est-ce que vous répondez à un Québécois quand on comprend un peu la dynamique, et la chute de l'hégémonie du dollar américain, entre autres, quand l'Arabie saoudite a décroché du dollar américain il y a quelques mois, pour moi, ça a été un fait, très, Ah oui, significatif, du ah basculement du oui, monde. bah, bien sûr, parce que c'est la rupture des accords du Quincy là, Oui, c'est-à-dire que l'Arabie saoudite a cessé de faire confiance en l'armée américaine pour défendre son territoire. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc la résultante, c'est qu'elle se sépare des intérêts américains. Donc effectivement, le dollar, là, a pris un coup dans l'aile, radical, hein. Ça a été, puisque c'était quand même une des derniers bastions, de soutien, c'était, le pétrole, saoudien. Donc effectivement, là, le dollar, on a pris un coup dans la vue, hein. et madame Bugeaud, si on était dans des médias sains, au lieu de parler du, 79e cancer de Vladimir Poutine, on devrait débattre de ce genre de questions-là. C'est Bah, et ça bien qu'on sûr, exige de nos, médias, et puis qui refusent de débattre. c'est la raison pour laquelle, monsieur Brochu, je suis très réticente à parler de faits, de faits d'actualité, dits d'actualité, qui sont des faits divers, pour éviter de noyer les gens dans des informations dont ils sont rabattus, du matin au soir et les faire repartir sur une dynamique de compréhension de long terme, avec un aspect non pas statique mais dynamique, et qui, a des origines très lointaines et qui a des conséquences, aussi lointaines que les origines, mais dans l'autre sens. Et oui. Donc il faut, pour pouvoir se positionner à un moment donné, il faut avoir acté la réalité, des rapports, de force en jeu, pour pouvoir avoir une analyse et des décisions, prendre des décisions, saines et conformes à ce que nous voulons, qui ne soient pas directement antinomiques à nos propres intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis, je veux juste compléter la question parce que, qu'est-ce que vous répondez à un Québécois quand on comprend un peu le phénomène de la chute du dollar américain et toutes les monnaies qui sont liées à ça, dont l'euro? Moi, j'ai des Québécois qui me disent: «Ah, tu as pas à t'en faire au Canada, on est tellement bien, structuré que, ça risque de pas, on risque, oui, d'avoir des petites répercussions, mais au Canada, on est tellement bien géré que ça nous arrivera pas». Est-ce que vous avez vu dans les dernières semaines des pays occidentaux, justement, qui sont, très, indépendants de l'influence américaine, qui, face à la chute de l'Occident, vont s'en tirer, miraculeusement? Et Alors est-ce que ouais, je vais vous donner un exemple, une comparaison. Vous savez que comparaison n'est pas raison, mais quand même, on a l'exemple suisse où, l'économie a l'air solide, la monnaie est soi-disant indépendante, même pas dans l'euro et cetera. Alors que la réalité du terrain est tout autre puisque et ça je rends, hommage à Liliane El Kawam qui a parfaitement et magistralement documenté l'événement. Les actifs de la Banque nationale suisse sont gérés via les via le change, par, la Banque nationale allemande, la Bundesbank, la BUBA. Donc voilà, à partir du moment où vous appartenez, vous êtes affilié à la Banque des règlements internationaux, de toute façon votre banque centrale, dépend, des ordres donnés par la BRI, donc de cette, finance, globale, de type mafieuse. Donc il y a aucune raison pour que vous soyez, je m'excuse et là je suis triste de devoir, vous contrarier et contrarier vos interlocuteurs, mais non, il n'y a pas de raison valable pour que, le Canada, ne subisse aucun dommage en cas, lorsque très prochainement, la finance mondiale, apatride, qui a été longtemps menée par le dollar va s'effondrer.
parce que c'est pas le dollar qui s'effondre, c'est tout le système financier international qui s'effondre. Et c'est là où il faut quand même faire une distinction entre les monnaies apparentes et les contrôles réels qui sont derrière. Puis je ne suis pas un grand spécialiste, mais je sais qu'ils ont vendu beaucoup de dettes, les pays occidentaux, par des bons du Trésor, puis tout ça. Puis j'ai entendu ces derniers jours, encore une fois, sans être un spécialiste, puis je veux avoir votre avis là-dessus, excusez, je viens de perdre mon idée. Excusez, j'ai un Oui, petit blanc. l'achat des bons du Trésor, la finance. Oui, c'est ça, oui. Puis Vous savez que comment tous ça ces marche. produits-là vont sauter Je prochainement. vais vous expliquer pourquoi ça va Oui, sauter. Et ça, merci. je le tiens de discussions que j'ai eues avec Liliane El Kawam, qui a été très loin dans les recherches de ce point de vue-là, qui explique très bien que en réalité, vous savez que les banques centrales qui émettent des bons, les bons sont rachetés par des banques privées. D'accord? Et les banques privées se financent pour acheter ces bons-là par ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire que des prêts faits par la banque centrale, d'accord? Par leur banque centrale de rattachement. Et cette banque centrale de rattachement finance ces prêts par elle-même des prêts faits auprès des grandes institutions bancaires internationales. Donc en fait, c'est une cavalerie à l'échelle globale, une vaste fumisterie de pyramide de Ponzi c'est de la cavalerie, voilà, tout simplement. Nous sommes dans un système de cavalerie mafieuse. Donc évidemment que tout ça va s'effondrer. Ça ne peut pas tenir parce qu'il y a des limites physiques à l'imposture. C'est-à-dire Oui, que vous ne pouvez pas. Il y a un moment où le moindre appel de fonds réel peut faire basculer tout le système. En fait. wow. Ah oui, oui, Et, puis on l'a vu il y a c'est un la mois. raison pour Ouais. laquelle la faillite des banques est très dangereuse parce Ah que ouais. c'est le caillou qui fera basculer tout le système. C'est Et, pour ça que de toute façon, même la chute, enfin, c'est une démolition semi-contrôlée, c'est-à-dire elle est massive. Ce qui contrôle, c'est à peu près l'agenda de la démolition, mais pas du tout le fait que ça se démolit. Donc voilà. Madame Bugeaud, pour terminer, parce que vous êtes une spécialiste de la monnaie, comment c'est ça? Je voulais savoir. Euh, on essaie vous avez démontré à travers vos livres toutes les faiblesses du système de la finance, qui la contrôle, puis qui n'est plus du tout au service des nations et des peuples. Comment, puis on essaye de dire comment qu'on pourrait sauver le système. Puis plusieurs personnes essaient de trouver des solutions. Vous dites Oui, qu'on doit recommencer ça quasiment à zéro avec ah, des bien sûr. nouvelles bases. Et Oui, oui, donc, j'aimerais qu'on finisse l'entrevue oui. avec comment vous verriez ce nouveau, ce Oui. nouveau projet-là. Là. Je vous remercie, Monsieur Brochu, parce que ça, c'est l'élément fondamental en fait de tous les sujets que nous avons abordés avant. La source profonde de tous ces sujets, c'est ce que nous abordons tout de suite là. Donc, en effet, je vous ai expliqué tout à l'heure que la monnaie, le concept monétaire avait été falsifié, avait été subverti par les banquiers qui ont transformé la monnaie, le concept monétaire, en marchandise. Et ce phénomène de marchandisation, de transformer un concept qui est un service public de départ avec une marchandise a été facilité par la comptabilité en partie double, qui, vous savez, a été inventée en Italie, qui transforme la monnaie soit en actif, soit en passif. Donc, soit vous avez des dettes, soit vous avez un actif. Donc, une marchandise, finalement. Il n'y a pas de différence dans la comptabilité, il n'y a pas de différence en plus entre créances et biens. Donc, tout ça sont des éléments, si vous voulez, qui ont favorisé, qui ont généré cette transformation, cette subversion du concept monétaire en marchandise. Et vous avez une Italienne à qui je rends hommage parce qu'elle a beaucoup d'ennuis, dans sa vie privée et dans sa vie, professionnelle, justement parce qu'elle a fait beaucoup de recherches sur ces sujets-là, qui s'appelle Nicoletta Mhm. Forchieri et qui est partie du même constat que moi, mais en allant encore beaucoup plus loin puisqu'elle
élaborer la transformation inverse, c'est-à-dire le fait de rendre à cette monnaie sa caractéristique initiale de service public et non plus d'actif dans le commerce, comme une marchandise qui circule. Et donc, ça passe par une réforme évidemment de de la, de la, comment, de la visibilité monétaire dans la comptabilité qui doit s'extraire du fait d'être soit un actif, soit un passif pour redevenir un élément neutre qui ne fait que favoriser les échanges, mais qui n'agit pas sur la qualité et sur la quantité des échanges. Vous voyez, ça ne fait que les favoriser, donc ça permet de multiplier les échanges, mais ça n'agit pas sur la qualité et le montant des échanges, la valeur des échanges. Et elle a fait tout ce travail de conception, de théorie monétaire et je lui rends hommage parce que, elle a beaucoup de mal à éditer son livre, à le faire circuler, et pourtant son travail est remarquable. Il confirme en tout point, les conclusions auxquelles moi j'étais, arrivée, mais sans aller aussi loin qu'elle dans la démarche de concrétisation, d'une monnaie qui soit une monnaie saine. Et cette démarche de concrétisation, de réinitialisation de la monnaie pour la rendre conforme à ce que la monnaie a été au moment de sa création, hein. C'est pas, on n'invente rien là, on ne fait que retourner aux sources. Eh bien, c'est une démarche qui va bien au-delà, de ce que fut l'initiative Monnaie Pleine en Suisse, par exemple. C'est une On est en démarche train de sortir la monnaie. radicale. Est-ce qu'on est en train de sortir la monnaie virtuelle là-dedans? Là? C'est ce que je comprends. On Ah revient non, à non, non, l'économie réelle. ah bah, là, si vous rendez à la monnaie sa vertu première et essentielle et sa caractéristique essentielle qui était d'être un service public, en fait, ce n'est pas une valeur d'échange. C'est Donc ça. c'est pas, oui, c'est un concept, ce n'est pas matériel, c'est pas matérialisé, mais ça c'est ce qui fait elle sera efficace. Aujourd'hui, elle est à la fois dématérialisée dans sa circulation et matérielle dans sa conception. Donc on est à l'inverse de ce que devrait être, la monnaie. C'est on vit une situation d'inverse de ce qu'elle est. En fait, on met même pas dans le cadre d'une monnaie. Il faut comprendre que c'est un outil, de contrôle des richesses et des populations, mais ce n'est pas une monnaie stricto sensu. Nous ne sommes pas dans un cadre monétaire, normal. Tout a été subverti, falsifié. Donc l'idée, c'est de retourner à une conception de la monnaie qui soit immatériel, qui soit un service public, mais qui peut éventuellement circuler de façon matérielle. Donc là, on veut une circulation totalement dématérialisée, mais avec une conception matérielle. Enfin, c'est vraiment le monde qui marche sur la tête, quoi. Il faut sortir de toutes ces incongruités, de toutes ces impostures, de toutes ces arnaques que les banquiers nous ont peu à peu imposées par leur fonctionnement de type hégémonique. Et là, on devra retrouver le, le retour du politique au service Ah bah, bien du sûr, peuple. parce qu'un C'est service ça que je public comprends avec ce ah, eh système-là. bah, oui, bien sûr, tout va ensemble et c'est une réforme des institutions profondes qui supprime le parlementarisme qui n'a jamais été représentatif, en tout cas pas d'intérêt populaire, et qui supprime le concept de banque centrale et même de banques privées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ben Bien sûr, oui. c'est une réinitialisation et pour cette réinitialisation, je vous invite ainsi que vos auditeurs à aller voir le projet Révolu droit, parce que tout le projet Révolu droit tourne précisément autour de ces sujets-là, de réinitialisation politique pour expurger la domination, hégémonique, de l'économie sur le politique. Et donc, juste pour terminer, vu que vous abordez le sujet, on vous rejoint comment, Madame Bugeaud, si, parce que moi, je sens que vous êtes prêt à collaborer avec des gens qui sont prêts à s'investir justement personnellement avec leur trip. On n'a pas de poste à offrir, de PDG, d'aucune. Non. Mais comment on fait pour vous rejoindre, puis accéder à votre information? Alors, c'est une excellente question et c'est une question qui est un peu douloureuse parce que je ne suis pas très organisée moi-même encore pour répondre à toutes les sollicitations que je reçois, parce que tout simplement, je suis débordée et Oui. aussi parce que je suis en cours de m'organiser. Donc je prévois peut-être d'ici la fin de l'année, de mettre
disons, disponibles, mais sous forme payante, parce qu'on doit aussi rémunérer un peu les gens qui travaillent de façon bénévole, y compris moi depuis quand même de nombreuses années et qui travaillent beaucoup. Donc je prévois de mettre, à disposition un modèle de statut, d'entreprise sous forme de la nouvelle entreprise. Oui, Donc ça sera, et ces statuts, en fonction des situations particulières, devront être, disons, personnalisés, et à ce moment-là, moi et une ou 2 personnes de mon équipe pourront être les intermédiaires, qui, seront des interlocuteurs pour, faciliter cette personnalisation, si vous voulez, des statuts face, aux situations concrètes que peuvent vivre les entrepreneurs en question. Maintenant, ce n'est pas tout. La nouvelle entreprise, c'est un élément stratégique de l'ensemble, mais ce n'est pas tout. Pour me rejoindre, il faut aussi, se prendre par la main, aller, essayer de comprendre le projet Réseau du droit, qui est un renouveau et une évolution institutionnelle et du droit, de façon à créer des groupements d'intérêts par type d'activité, à se prendre en main pour réorganiser toute la fonction, de l'activité qui est nécessaire, qu'il est nécessaire d'organiser, parce que quand vous avez une vie en commun, en collectif, il y a tout un tas de sujets à aborder, à réglementer pour que les choses se passent bien. Donc, il y a une forme de réglementation intérieure, si vous voulez, une constitution par activité à mettre en œuvre. Donc là, on a sur mon site, vous trouverez tous les éléments qui permettent d'aller dans cette direction. Et puis, conseils citoyens, enfin ce qu'on appelle les CC, les conseils citoyens, c'est en fait, c'est pour réinitialiser la vie locale. C'est-à-dire que c'est à nouveau des gens qui, par localité, se réunissent pour discuter des sujets locaux, de ce qui va, de ce qui ne va pas, être des interlocuteurs vis-à-vis des pouvoirs publics en place, puisqu'il faut faire avec ce qui existe aujourd'hui, être des interlocuteurs à la fois force de proposition et force de contrôle. Donc, tous ces éléments, de la future, si vous voulez, institution étatique peuvent déjà fonctionner dès aujourd'hui, mais il faut se prendre par la main, avoir des initiatives, être créatif, et comprendre bien le sens du programme de réforme institutionnelle que je propose, de façon à ne pas le subvertir et à ne pas, donc nous gardons la main quand même on garde un œil, et surtout on propose des guides, pour aller dans le sens de, la création des CC, des, GI, groupements d'intérêt, et pour aller, dans le sens de l'organisation de groupes de travail, sur, toutes les modalités, des ministères, des futures, secrétairies d'État, que vous trouverez sur, Révolu Droit. Donc, effectivement, dans la mesure du possible, je réponds aux sollicitations actuellement, mais sachez que je suis pas, omnipotente. On a une capacité de réponse limitée, malheureusement. Ça va peut-être sans doute s'améliorer, je l'espère, dans les mois et années qui viennent, mais pour l'instant, il faut faire avec ce qu'on a, et il faut que les gens ne soient pas passifs en attendant qu'on leur apporte tout dans la bouche avec la béquille, mais qu'ils soient, force d'initiative, et qu'ils soient à la fois, conscients des enjeux et des risques de dérapage, donc qu'ils acceptent de suivre les grandes directives, dans le cadre proposées dans le cadre de Révolu Droit, qui permettent la constitution d'un État au sens politique du terme, qui soit un État sain, mais sans, attendre que tout leur tombe dans le bec, et en étant passifs, en attendant qu'on leur propose, des postes. Je veux dire, c'est pas le sujet. Vous comprenez bien que les enjeux sont bien au-delà, de ce genre de considérations. Oui, il faut le faire pour nos enfants, il faut le faire par, conviction, parce que, c'est la situation qui l'exige, et je sais que au Québec, vous avez beaucoup de partisans par notre culture commune, et je sais que j'ai eu quelques appels, et le problème, est toujours de comment on l'organise, et là, votre idée de statut, ben, hâte de est-ce qu'ils sont prêts, les statuts, là, Non, ou ils ils sont vont pas prêts. bientôt? Alors je suis en train de travailler dessus, mais malheureusement, d'abord, ça prend du temps parce que je veux être parfaitement d'équerre par rapport aux règles légales actuellement en vigueur, donc je ne veux, prendre aucun risque. D'autre part, ça sera évidemment par rapport à la réglementation française, hein, que ce projet de statut sera élaboré, donc peut-être qu'il y aura des mises, il faudra peut-être que je travaille en partenariat avec des juristes, québécois, pour, mettre en parfaite adéquation, ma proposition, de statut française avec la réalité juridique du Canada. Si vous avez l'occasion de me mettre en contact avec des juristes de droit des affaires,
performant et qui soit bienveillant et non pas dans le système économique actuel, en tout cas qui ne soit pas dupe du système économique actuel, lequel va de toute façon s'effondrer rapidement, eh bien, dans ces cas-là, je suis très demandeuse, par votre intermédiaire, d'être en contact avec des juristes canadiens. Merci de la confiance que vous me donnez. Puis je vais effectivement, puis je lance l'appel aux Québécois. Il y a un potentiel en ce moment à exploiter. J'aime bien l'idée des statuts. Puis on va revenir ensemble dans les prochaines semaines quand ça sera prêt. Ça me fera plaisir de le faire connaître aux Québécois. Puis on aura peut-être des choses de préparer d'ici là pour avoir une version québécoise de ces fameux statuts. Bah, Merci, avec grand Madame. plaisir. Merci, Madame Bugeaud. Et en fin en fin d'entrevue, je veux juste très rapidement vous demander votre appréciation de la tension internationale qu'il y a en ce moment. Je m'inquiète un peu de l'Ukraine, Zaporizhzhia. Vous m'aviez dit dans d'autres émissions que c'était une guerre à finir entre un ou l'autre. Là, on voit que l'Occident, ça va pas bien. On en a parlé pendant toute l'entrevue. Êtes-vous inquiète de cette... Moi, je crains Évidemment, beaucoup. Hein? C'est les évidemment, appareils en ce moment, ça me fait craindre beaucoup. Puis je voulais évidemment, juste... puisque Oui, vous avez le clan de la finance globale apatride de bien de chez nous qui est prête finalement à la politique de la terre brûlée. Donc, ils sont prêts à tout. C'est ça qui est à craindre, en fait. Ils sont prêts à tout pour ne pas perdre les acquis qu'ils avaient et pour, en tout cas, pas tout perdre. Pour eux, c'est aussi une question de vie et de mort parce qu'à partir du moment où ils seront exposés, la réalité de leur contrôle, de leur réalisation et de toutes les vilainies qu'ils ont faites sur les populations depuis tant de décennies, même de siècles, sera exposée, ils seront en grand danger. Donc ils le savent. Donc ils sont prêts à tout en fait. Et c'est ça qui est le plus dangereux. C'est ça qui est le plus dangereux parce que en face, il y a des gens, en tout cas des forces qui sont des forces en cours d'élévation, donc ils sont pas prêts à tout. Ils savent ils veulent pas tout perdre, ils veulent développer, alors que nous, ils sont sur une position de retrait. Et les positions de retrait, vous savez, les animaux blessés sont les plus dangereux. voilà. C'est ces positions-là qui sont les plus dangereuses pour l'humanité, quoi. Parce qu'effectivement, quand on considère l'état de la technique en jeu, enfin, qui existe aujourd'hui, bah, on pourrait très bien rayer l'humanité Ah oui, oui, tout oui. simplement de l'univers, quoi, hein, Ouais, la réalité de la vie sur Terre, de l'univers. Donc, bah voilà. bon, sans aller sur des terrains aussi apocalyptiques, de toute façon, des accidents biologiques, nucléaires, chimiques, tels qu'ils peuvent les envisager, seraient tout à fait dramatiques pour l'humanité entière, mais je dirais encore beaucoup plus pour l'Occident et Ah en oui. particulier pour l'Europe. Nous, on est vraiment au centre névralgique du combat là, hein, Ah et oui, ah oui. il est évident que nous sommes sur un fil du rasoir, tous les risques, tous les dangers sont au-dessus de nos têtes. Ça s'accumule comme un très, très, très gros orage. Vous partagez les inquiétudes du colonel Jacques Hoggard que j'ai eu le privilège de rencontrer hier. On va présenter l'entrevue là, après Robert Bob Sirois là, qui va venir commenter l'actualité américaine. Et il partage vos inquiétudes. Il dit, on a passé un petit clip hier à Radio Infocité où il dit l'Occident semble inconscient des épreuves qu'il va avoir à vivre bientôt. Ah bah Donc, oui, complètement. hein? Les gens ils sont choqués par ce qu'ils ont déjà vécu, mais ce qui est devant, c'est encore, bien pire. Mais comme personne ne lit dans l'avenir, les gens n'en sont pas conscients, mais tous les préparatifs, nous, ceux qui sommes conscients, on le sait pourquoi, parce qu'on voit les préparatifs se mettre en œuvre. Voilà. Pour une raison ou une autre, on a accès à ces informations-là, et effectivement, ces informations-là sont très, 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 anxiogènes, clairement. Ah oui, ah oui, ah oui, absolument. Alors, merci beaucoup, Madame Bugeaud. Puis, on attend vos statuts. Aussitôt que c'est fait, Ouais. si vous êtes Laissez-moi un peu de disponible, on temps va parce en que parler. ça Oui, demande du oui, oui. travail et puis j'ai beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire. Non, non, Mais absolument. Je sais que vous êtes dans des travaux en ce moment. c'est Oui. ma ligne de direction actuellement.
Parfait. Alors, je vous libère. Merci beaucoup, puis on se reparle dans les prochaines semaines. Avec grand plaisir, monsieur Brochu. Bonne journée à vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Alors, c'était Valérie Bugeaud, très populaire au Québec, puis dans la francophonie, une femme d'un courage exceptionnel puis c'est ce que je disais, puis on voit que tout ce qu'elle a écrit dans ses livres, c'est là qu'on commence à comprendre aussi la valeur d'une personne. Le discours n'a pas changé depuis 10 ans qu'elle nous parle. Puis moi, elle m'a fait comprendre beaucoup ça, là. C'est mon père qui me parlait de ça quand j'étais jeune, de la haute finance. C'est la haute finance qui mène, sans trop être capable de la décrire. Puis Mme Bugeaud, encore ce matin, là, nous a offert toute une performance, nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Puis c'est pour moi toujours un privilège de la recevoir. Alors, je la remercie encore.